Pour ceux qui viennent de nous prendre au vol, sachez que nous étions ensemble depuis 6h30 et là que nous abordons l'heure, bien évidemment, l'instant causerie avec, juste à côté de moi, Louis Assogba, journaliste. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour Louis. Merci d'accepter notre invitation pour causer des sujets de ce matin et vous rejoignez bien évidemment Amoussa Raimi, lui, métaphysicien connu de tous. Lui aussi va participer à la causerie de ce matin. Et là, sans doute que nous ne les aurons pas que seuls. Il y aura Bienvenue à Guassagan qui, en tout cas, est attendu dans cette causerie. Mais en attendant, les thèmes, le recrutement d'auditeurs de justice annoncé en Conseil des ministres avant-hier, on va se demander si ce n'est pas le début des retombées, donc des réformes dans le secteur justice. Et l'autre sujet également, c'est la contractualisation avec E-Government Academy. Est-ce que là aussi une question, ce ne sont pas les perspectives d'un service public moderne et surtout efficace. L'efficacité, sans doute, le service public en a besoin. On va causer autour de ces thèmes-là. Commençons par le premier, Louis Assogba. 80 auditeurs à recruter, ce n'est sans doute pas suffisant, mais ça doit être le début des retombées d'une justice, d'une maison justice pratiquement, on va dire, réformée, reconstruite carrément dans sa géographie. Je pense que moi, je n'ai pas été d'abord surpris d'entendre ce communiqué, cette décision du gouvernement, parce que lorsque vous jetez un coup d'œil dans le programme d'action du gouvernement, il est annoncé durant le mandat de 5 ans, le gouvernement doit recruter environ 240-250 auditeurs de justice. Cela suite à une enquête faite dans la maison judiciaire, où on a relevé quand même plusieurs mots, dont notamment le problème de pénurie du personnel. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez le secteur judiciaire, le premier problème inquiétant, c'est l'absence du personnel qui devrait faire fonctionner, n'est-ce pas, la maison judiciaire. Et donc, c'est arrivé à point nommé que ça doit être fait comme ça. Déjà, il faut aussi rappeler il s'est dit que chaque année, le gouvernement a promis de recruter 80 auditeurs de justice. Et déjà en 2017, ils ont déjà recruté 80. Oui. C'est vrai que 2018 et 2000, ils ont déjà recruté 40, je pense. Et 2018, ils devront recruter 40, ils n'ont pas recruté. 2019 également. Donc, je pense qu'ils ont cumulé les deux pour avoir 80 auditeurs de justice. Et il faut aussi rappeler que ce n'est pas ils vont recruter, ils vont prendre service parce que lorsqu'ils recrutent, il faut aller à une école, 2 ans de formation théorique et pratique avant de venir maintenant exercer dans la fonction judiciaire. Et donc, je pense, à mon avis, que c'est une bonne chose. Ça va permettre un tant soit peu d'alléger la tâche au personnel qui est déjà là, mais qui a vraiment du boulot, qui a vraiment du pain sur la planche. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la maison judiciaire, c'est une maison qui a de grands boulots, d'une grande tâche énorme à faire au quotidien. Voilà, en plus du fait qu'il y avait déjà pénurie, on l'annonçait, il y a eu des réformes avec notamment la création d'autres structures judiciaires, à rappeler la mise en place du tribunal de commerce qui n'existait pas, la mise en place aussi de ce que peut-être les Béninois savent le plus de la maison justice, la criette, tout ça nécessite beaucoup plus de main-d'œuvre, beaucoup plus de cerveau. Amoussa Raimi. Merci. Vous savez, la nation béninoise a trop souffert. Il nous faut aujourd'hui un audacieux, mais pas n'importe quel audacieux. Un audacieux réaliste, qui pose des actes. Lorsqu'il dit, dans le temps, ça se manifeste. Si vous voyez que nous, on soutient aujourd'hui l'actuel chef d'État, c'est parce que nous sommes sûrs de lui. Nous tenons à le dire clairement et nous assumons notre accompagnement. Parce que nous savons que tout ce qu'il a dit, il le fera. Tout ce que nous allons demander, que Dieu lui prête et les membres de nos ancêtres lui prêtent davantage de santé. Et à lui, à tous ceux qui travaillent avec lui. Ce qui est certain, je vous avais déjà dit ça, cette année, beaucoup de Béninois seront satisfaits.
beaucoup de Béninois seront satisfaits. Et vous verrez dans les années qui viennent, beaucoup qui ont dégagé de la négativité vont ravaler leur négativité. Et ne pourront même pas se présenter devant les écrans pour parler. Nous leur demandons d'avance humblement de savoir qu'on peut faire des erreurs et que c'est mieux de corriger humblement, d'assumer ses erreurs que de vouloir jouer aux égoïstes extrêmes jusqu'à aller se retrouver devant, comme on dit, le décor. Le nombre 80, n'oubliez pas, c'est l'octave du nombre 8. Le 8 qui gère la justice et le karma. Tant que ce nombre apparaît, ça veut dire que ceux mêmes qui l'ont produit, Dieu les bénira. Parce que c'est le nombre aussi de la bénédiction. C'est-à-dire, vous avez remarqué, pour l'écrit, vous partez d'un point, mais vous revenez au même point. Cela veut dire que pour le 8, c'est ce que vous avez envoyé qui reviendra vers vous, mais en octave. C'est le nombre du bien que vous avez lancé, mais qui vous revient en octave de bien. Ou le nombre du mal que vous avez lancé, qui vous revient en épreuve. Ce que nous allons souhaiter simplement, c'est quoi? Lorsque le nombre 8 est là, nous appelons quelque chose le nœud gorgien. Vous avez vu, le 8, il y a croisement. C'est la notion de la frontière de la douane. Tant qu'un audacieux est là et nous prône le nombre 8, nous devons tous prendre conscience que nous devons devenir propres. Et éviter les tricheries, les labyrinthes. Et c'est ça qui pose le problème au Bénin actuellement. On dit, nous voulons être propres, mais comme beaucoup sont habitués aux jeux labyrinthiques, la manipulation s'installe. La manipulation négative. Alors que la nation a besoin du nombre 8 aujourd'hui pour s'en sortir. N'oubliez pas que nous sommes nés un 1er août. Tout à fait. Le août étant encore le nombre 8. Nous sommes obligés de vivre propre, mes frères et sœurs. Nous sommes obligés. Et Dieu nous a déjà donné celui qui veut nous redresser. Dieu nous a déjà donné ça. Nous avons rejeté le grand-père Sogolo. Sinon, avez-vous vu là où on serait? Maintenant, on veut encore créer des problèmes à un autre qui prône cette propriété-là. Que voulons-nous au juste? Pourquoi nous aimons vivre dans le regret dans ce pays? Pourquoi nous aimons manger du regret? Voilà ce qu'on peut rapidement. On va poursuivre avec le même sujet en attendant de passer au second, mais là, juste une virgule, histoire de nous permettre d'être complets sur ce plateau. Bienvenue à Gbassagan, bienvenue dans la causerie. Bonjour Lali et toutes mes excuses pour cette matinée. Alors, on discutait d'un sujet, c'est votre domaine. Quelle lecture faites-vous de ce recrutement qui est annoncé par le gouvernement? Vous savez que dans le secteur de la justice, il y a eu des réformes à la matière. Et aujourd'hui, nous avons des cours d'appel en matière commerciale. Par le passé, le rôle des tribunaux commerciaux était joué par les juridictions qui y existaient. Et aussi, depuis 2011, il y avait eu un recrutement, le recrutement au temps du président Boni Yayi, et il devait y avoir un deuxième recrutement à un moment donné, mais la façon dont cela
voulaient être organisées n'étaient pas du goût des magistrats à l'école, parce que la composition se faisait dans un centre unique, mais la dernière dont ils ont parlé au temps du président Boni Yayi, c'est qu'on doit composer dans différents départements, et donc cela n'était pas du tout gai. Et donc c'est le président Patrice Talon, à son arrivée, on a recruté 80, mais ils étaient 78, étaient recrutés à cette époque-là, et c'était en 2017. Maintenant, avec les différentes réformes, il faut nécessairement, parce que le Bénin a besoin d'assez de magistrats, il faudrait le préciser, parce que, et encore, avec les réformes, la criette qui a été créée, ce sont ceux qui existaient qu'on a envoyés là-bas, comment il faut boucher ces différents trous, vous voyez un peu. Donc, il y a une nécessité de recrutement, surtout dans le secteur de la justice. Et donc, même les 80 qu'on veut recruter actuellement, ce nombre-là n'est pas encore suffisant, il faut préciser, parce que quand vous allez tellement dans le milieu, vous allez constater que, attention, et il faut assez de personnel en la matière. Il y a aussi cette notion, notamment, lui l'avait souligné, de recrutement, mais de formation, pour rendre les gens, on va dire, plus... Voilà. Mais il y a l'école de la profession judiciaire aujourd'hui, parce que, par exemple, les greffiers, les élèves greffiers qui ont été recrutés, les 100, sont maintenant au niveau de l'école, sont en formation à l'école. Vous savez, par le passé... Ça existait ou c'est maintenant, ça a été monté? C'est au niveau de la cour d'appel de Cotonou, au niveau de CEDIG. Oui. C'est au niveau où il y a, en haut du centre de documentation, là, il y a l'école là qui est là. En même temps, c'était l'ENAM qui formait, voilà. Et finalement, il y a une école spéciale. Donc, l'école aujourd'hui, c'est ce que l'école veut faire avec les nouveaux, en tout cas, les nouveaux auditeurs qui seront recrutés, parce que les anciens, ceux qui ont été recrutés en 2017, sont en formation à l'ENAM actuellement, mais ceux qui seront recrutés actuellement seront formés spécialement par l'école de la profession judiciaire. Vous voyez un peu, donc, ce changement-là, ça veut dire que ils sont purement et simplement dans leur domaine. Je me demande, la question que je me pose à un moment donné, est-ce qu'on va enlever le thème magistrature à l'ENAM? Parce que s'il y a une école de formation des professions judiciaires aujourd'hui, ce qui veut dire que sincèrement au niveau de l'ENAM, le nom va changer. Ça va devenir l'ENA. Oui. Voilà. Oui, ce que moi je voudrais ajouter, c'est que lorsque vous prenez la loi organique 2002, je pense, sur le statut judiciaire, il est dit qu'on devrait avoir 28 tribunaux de première instance. Et jusqu'au soir de Boni Yayi, on n'en avait que 8. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait qu'il n'y avait pas une décentralisation en fait du secteur judiciaire. Et aujourd'hui, on est en train de vouloir peu à peu remonter la pente, parce que il y a que après cela, il y a l'ouverture de quelques tribunaux de première instance. Je veux parler tribunal de première instance de Paubert, d'Aplaro également, et de Kandi, je pense. Donc au fur et à mesure que nous évoluons, il y a le recrutement du personnel, et il y a aussi également qui devait avoir l'ouverture de ces tribunaux pour permettre d'avoir une décentralisation du secteur judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple certaines zones, c'est difficile de bénéficier, n'est-ce pas, ils vont voyager, faire des milliers de kilomètres avant d'aller retrouver un tribunal de première instance. Quand il s'agit des cours d'appel, il faudrait préciser cela, parce que les tribunaux de première instance, c'est vrai en ce qui concerne la loi, on a précisé 28 tribunaux, mais aujourd'hui, sincèrement, on n'est même pas à la moitié. Et donc, vous voyez qu'il y a une nécessité même de recrutement à la matière, mais encore, ce sont des ressources pour l'État. C'est pour ça, avec ce gouvernement, on est en train d'aller carin, peu à peu. Donc, on va retrouver donc la norme, mais ça serait tellement difficile, parce que c'est un défi à relever. Et aussi, il y a de milliers de jeunes en attente, parce que à un moment donné, les gens se sont dit, est-ce qu'il ne faudrait pas, si on ne veut pas respecter les tests, est-ce qu'il ne faudrait pas fermer la faculté de droit? Parce qu'il y a assez qui sont formés, et tout le monde se retrouve sur le carreau. Donc, voilà. On se demande à quand la fin. Il y a, à Moussa Rahimi, quand même, l'omniprésence de ce chiffre 8, quand même, dans les débats. Vous direz que ce n'est pas anodin. D'office, je remercie mon frère et bonne arrivée. Merci. Rassurez-vous, le chef de l'État comblera vos attentes. Vous pouvez aller écrire ça quelque part. Cette certitude-là, c'est une lecture métaphysique. Carrément. Nous avons la chance que la personnalité qui est la première dans notre pays n'est pas en manque d'argent. Ce qui lui reste aujourd'hui, c'est l'honneur par rapport aux ancêtres, au monde de nos ancêtres. Et il s'est donné comme mission de laisser une signature
positif de longue durée dans sa nation. Quand c'est comme ça, vous verrez que ça ne peut que être bien. Ce que vous dites là sera comblé. Allez l'écrire, je vous le dis. Pour vous dire que il n'est pas venu juste pour venir. Il savait tous ces problèmes-là déjà. Cela veut dire que tout un programme existait. Mais vous ne pouvez pas quitter 1 et aller à 9. Ce n'est pas possible. On dit 1, 2, 3. C'est ce qu'il est en train de faire. Vous avez vu le discours que vous avez tenu, vous deux. Cela veut dire que c'est une projection au plus dans 2 ans maintenant ou dans 1 an. Nous aurons les premiers sur le terrain. Tout à fait. C'est ce qu'il faut expliquer au peuple. Que il n'y a pas... On ne peut pas préparer Moyo tout de suite, on la lit, tout de suite, ou bien. Bien sûr. Il faut écraser. Il faut écraser. Il faut du temps. C'est ça couper. que le discernement là qu'il faut expliquer au peuple. Et c'est votre mission à vous d'expliquer ça. Que Zileka là n'existe pas, c'est faux. Là où il y a Zileka, c'est le diable qui est là. Parce que c'est le diable qui opère en vitesse. Mais l'homme sage opère après avoir fait le point et après avoir anticipé dans le futur. Et voir ce que nous avons, et avoir la vision orbitale. Beaucoup de gens n'ont pas la vision orbitale. Quand vous avez la vision segmentaire, vous ne mesurez pas les conséquences négatives de l'acte que vous pouvez vouloir faire du bien alors que le bien là va nuire. La vision orbitale vous permet de mesurer alors les conséquences négatives, de les nettoyer d'abord. Et vous verrez que c'est tout ce travail qui a été fait d'abord, le nettoyage. Et maintenant, nous sommes dans l'installation. Ce que nous allons demander simplement, c'est que chacun assume bien son travail. Maintenant, chacun de nous doit être l'honneur de sa famille, l'honneur de sa nation. C'est en fait cette mission qu'il faut maintenant. Être fier du nom de famille que nous portons. Relever l'honneur de la profession à laquelle nous appartenons. C'est ce que je peux. Très bien. C'est toujours dans la réduction du chômage que le chef de l'État, ou sinon l'État, engage ses réformes, notamment les réformes dans le secteur judiciaire, n'est-ce pas? Ça c'est clair. Vous avez parlé, mon confrère a parlé tout à l'heure des FADESP qui emploient chaque année plusieurs milliers d'étudiants, surtout en droit. Et donc, c'est pour réduire le chômage. Parce que lorsque vous prenez une seule personne dans la fonction publique au Bénin, dans notre société, c'est toute une famille que vous prenez, c'est tout un village, on pouvait le dire ainsi. Donc c'est pour réduire également le chômage. Mais moi je rappelle également au chef de l'État que c'est pas seulement le secteur judiciaire. Par exemple, le secteur de l'enseignement où il y a des milliers d'attentes également. Donc c'est l'occasion pour le secteur de l'enseignement également est en train d'être réformé. La santé, oui, également est en train d'être réformé, puisque je fais partie de ce secteur-là. Donc je dis, c'est le moment plus que jamais également de faire clin d'œil au chef de l'État, de penser également au recrutement, parce qu'il y a également plusieurs promotions en attente. Oui, bienvenue. Non, mais il a certainement raison, seulement que la loi aurait exigé que l'organisation du concours des auditeurs de justice soit faite chaque 2 ans. Vous savez, donc c'est un principe qui devait être respecté. Donc au temps de Boni Aïe, ce n'était pas respecté. Donc aujourd'hui, ils sont en train de respecter ça parce qu'on a dit chaque 2 ans. Par exemple, la fois dernière, lorsqu'on a fait le recrutement de ces 80, je disais, bon, ils étaient 118 à la fin. Et donc, certaines personnes ont dit, est-ce qu'on peut encore organiser ou bien on va respecter les 2 ans? Et donc, c'était resté donc en miniature, c'était resté en filigrane. Mais en ce moment, maintenant, ça a été révélé que l'organisation est projetée. Donc, à partir de cet instant, il y a une certaine, c'est pourquoi je dis, il y a une certaine crédibilité qu'il faut accorder à ce gouvernement-là. Ça, moi, je le dis sincèrement, en ce qui concerne, quand on parle de l'employabilité et qu'il n'y a pas d'emploi, ils ont ciblé les services, les secteurs qui sont dans le manque. Bientôt, ils ont annoncé le recrutement des enseignants du primaire. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça en réalité. Les secteurs ont été bien ciblés. Il ne faudrait même pas se gêner. Et ils ont une planification. Ils ont un temps pour toutes ces choses-là. Et donc, il faut leur laisser le temps pour pouvoir nous affirmer, pour pouvoir nous dérouler tout leur calendrier. Mais si on s'affole, tel l'a dit le métaphysicien, on veut tout faire dans la vitesse, on demande ci, on demande ça, et donc on les met, tout ça là, ça cristallise l'attention, et on voulait dire, on prend ça comme polémique, et on dit, bon, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, sincèrement, ça devient très difficile. Il faut les aider dans cela. C'est ce que je dis, il faut des réflexions constructives, et non des réflexions destructives, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous visons toujours à annihiler les efforts des autres, or, au lieu de les rehausser,
dossiers, de les accompagner, de les assister. C'est ce qu'il faudrait faire. Mais nous, notre intention, c'est de mettre le bâton dans les roues. Je suis sûr, vous allez voir, quelque part, on dira que le recrutement des auditeurs de justice, je l'ai dit, a une vision, parce que peut-être le président aurait voulu assurer ses arrières en recrutant aujourd'hui des magistrats pour demain, parce qu'ils seront formés 3 ans après. Et, non mais, je vous assure tout, vous entendrez cela un jour. Mais le peuple est suffisamment mûr, hein? Oui, On voit bien clair. Tout le monde Donc, sait on ne peut pas se laisser... tout le monde sait aujourd'hui que lorsque vous prenez le secteur judiciaire, ce n'est pas seulement les crimes. Il y a des contentieux qu'il faut régler et tout et tout. Vous savez, lorsqu'on parle par exemple de flagrant délit, il est dit que quand on dit flagrant délit, vous venez en même temps, le procès est fait en même temps. Et aujourd'hui, vous prenez le magistrat ou bien le greffier qui seul occupe pratiquement 5 chambres. Et chaque chambre pratiquement a plus de 200 dossiers. Est-ce que vous voyez? Et donc, il est obligé, il est fatigué, il est obligé de renvoyer le dossier à 1 an, à 2 ans. Et il y a aussi des prisonniers aujourd'hui qui sont en attente de leur procès. Et à cause de quoi? À cause de manque de personnel. Et donc, au-delà des idées festives et autres, en temps normal, on devrait encourager cela. On va changer de sujet comme si on n'en changeait pas, parce que là, nous allons changer quand même juste de mots, parce que nous allons parler de l'administration publique qui, pour la moderniser, le gouvernement donc a entrepris, on va dire, la numérisation des choses, si vous voulez, avec une contractualisation avec cette société, la danoise e-Government Academy. L'objectif à terme, c'est permettre des entrées, on va dire, pas plurielles, comme nous faisons aujourd'hui. Inscrire son enfant à l'école, il faut en même temps introduire le jugement. Voilà, au niveau des cartes d'identité, on vous demandera pratiquement de reprendre les mêmes choses, recrutement, même chose. Unique entrée pour les services publics, efficacité, modernisation. Comment est-ce que vous analysez tout ça, Louisa Sogba? Non, c'est toujours dans la même dynamique de pouvoir réformer les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons nos administrations, il y a qu'on demande beaucoup de papiers et on entraîne des centaines aujourd'hui pour pouvoir déposer un dossier, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Je crois que 2 ans en arrière, il y avait le ministère de la fonction publique qui avait entamé quelque chose au niveau de contrat des fonctionnaires. Et c'est toujours dans la même dynamique de faire en sorte qu'on réduit aujourd'hui les tracasseries qu'on a l'habitude de faire. Ou par exemple, quelqu'un qui est à Tchoumi, qui a besoin d'un papier, doit descendre forcément à Cotonou, à un ministère, avant d'obtenir ce papier-là. Et donc, quand on parle de numérisation, je crois que c'est dans la même dynamique où aujourd'hui, les pays développés ne font plus beaucoup d'efforts avant d'évoluer dans certaines situations à cause de ce système-là qui embrase aujourd'hui toute la société, pratiquement tout le monde entier, parce que on est dans la dynamique de mieux faire, de pouvoir mieux faire pour satisfaire la clientèle, pour satisfaire les citoyens. Et je pense que c'est dans la même dynamique que le gouvernement est en train de vouloir s'insérer. Et c'est une bonne chose. Voilà, quand le gouvernement avait commencé, on va dire, par évoquer ce sujet, bienvenue à Ouagadougou, notamment avec cet état de l'Est européen, les gens ne voyaient pas, on va dire, l'utilité. Aujourd'hui, effectivement, les choses commencent par s'amorcer. Oui, mais quand vous parlez d'utilité, vous savez, je dis toujours, un voyage commence toujours par un petit pas. À partir de ce moment, il y a ce que nous appelons la politique des petits pas aussi. Et donc, avec la politique des petits pas, c'est lorsque la chose prend une évolution qu'on remarque certainement que cela a une efficacité. Vous savez, en parlant de la numérisation aujourd'hui dans le service public, il faut donc ovationner cela, il faut encourager cela, parce que vous pouvez rester de loin, donc accomplir différentes formalités au lieu de suivre la nonchalance, au lieu de suivre le laxisme administratif que nous remarquons à des moments donnés, au lieu de suivre les affres de mécontentement de certains hommes, de certains personnels au niveau de l'administration. Vous allez là, on vous laisse là et vous subissez les effets donc de ces humeurs. Vous voyez tout ça là, on vous élimine de toutes ces tracasseries là, tel l'a dit Louis tout à l'heure. Et donc vous voyez, on est en train de raffiner le secteur, on est en train de pouvoir donc permettre à ce que
qu'il y ait une fiabilité lorsque vous aurez besoin du service public. Or, tout le monde, tout ce que nous sommes, nous avons besoin, tout que nous sommes du moins, nous avons besoin, toutes les personnes ont besoin donc de ce service public-là. Et donc, pourquoi pas ne pas féliciter une chose du genre? Pourquoi pas ne pas encourager? C'est une nécessité absolue, permettez-moi de le dire, aujourd'hui, d'utiliser le service public de cette manière-là, de mettre le service public à la disposition des gens de manière numérique, parce que nous sommes à l'ère du numérique, on ne peut pas s'en priver. Si quelqu'un se recroqueville sur lui-même et dit qu'il ne veut pas exploiter ce service-là, cette personne-là devient l'alphabète de la chose. Et donc, aujourd'hui, il faut nécessairement qu'on aille là, parce que si on veut un développement durable aujourd'hui, on ne peut pas aller à un développement durable sans le numérique. Voilà, il faut dire que le e-Government Academy, c'est une industrie de l'Estonie. Oui. Il y a la présidence estonienne qui a pris part ici au Bénin et beaucoup se demandaient qu'est-ce que l'Estonie, ce petit pays, pourrait donner au Bénin, mais voilà un résultat. Non, mais l'Estonie, en la matière, a une qualité, il ne faudrait pas le nier. Quand vous faites assez de recherches là-dessus, vous allez comprendre que c'est un pays qui a évolué dans ce domaine-là. Puisque c'est un pays qui a évolué et que nous voulons l'évolution, il faut emprunter, c'est la théorie de l'emprunt. Il faut emprunter aux autres ce qu'ils ont de bien. Même si on donne le nom de ce pays-là, on dit, mais est-ce que c'est un petit pays ou bien un grand pays? Quelles sont donc les retombées, les répercussions de ce pays-là? Mais nous pouvons aller vers un petit pays qui a un côté de plus grand et arracher ce côté de plus grand. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc, il ne faudrait pas regarder une seule chose pour pouvoir juger une nation. Parce que chaque nation, le Bénin est si petit que nous sommes, mais nous avons la démocratie. Vous voyez? Donc, chaque pays a son côté positif qu'il faut aller tirer. Et c'est ça, c'est la somme de ces éléments-là qui fait, je dirais, même les grandes nations. Je crois que cette réflexion qu'on a souvent de vouloir qualifier certains pays de petits, c'est une réflexion par rapport à la puissance financière. Quand on parle par exemple des États-Unis, directement le Béninois pense aux ressources financières et qui pourraient générer. Alors qu'il y a certains pays qui ne sont pas forcément forts en ressources financières, mais qui ont des qualités dans autre chose, où les grandes puissances même sont obligées de s'agenouiller devant ces petits pays-là. Et donc, quand on prend certains pays, quand vous prenez, même si le pays est petit ou bien de taille ou bien tout ce que vous voulez, il faut se demander quelle qualité ce pays a à nous offrir. Et c'est en cela qu'on devrait réfléchir et non penser aux ressources financières. C'est parce que c'est la France, puisque c'est la France, donc ça va donner, si c'est pas la France et que c'est un petit pays, donc c'est juste une promenade de la présidente, donc c'est ça. Donc rappelez quand même que l'Estonie, c'est la championne en termes du numérique, des réalités numériques. Et là, à Moussa Raimi, ce qui est prévu à terme du contrat, à terme plutôt de la contractualisation donc avec e-Government Academy, c'est l'interopérabilité. Voilà, l'interopérabilité, à dire à Monnaie que c'est juste l'unification en réalité et l'accès des données par plusieurs pans de l'administration publique. Voilà, comment est-ce que vous appréciez tout ça? Je vous disais tout à l'heure, je vous parle de la notion de la vision orbitale. C'est la meilleure des visions. Mais si vous voulez avoir la vision orbitale, vous êtes obligé de vous placer au sommet de la pyramide. Et là, vous pouvez avoir la vision orbitale. Aucun de nous ici ne peut totalement voir son dos. Ce qu'il faut, c'est que chacun de nous soit une nécessité pour l'autre. Quand vous raisonnez comme ça, vous pouvez être à Tchoumi, on vous fera appel. C'est ça le cas de l'Estonie. Nous devons être une signature nécessité pour nos prochains. Le Bénin doit réfléchir comment nous serons une nécessité. Chacun de nous doit se dire comment je vais être une nécessité. L'Estonie aujourd'hui est une nécessité, mais pas seulement pour le Bénin, même pour d'autres grands pays. Tout à fait. Mais pour le moment, comme le Mobile Money, c'est ça la vision du chef de l'État. La possibilité que j'envoie tout de suite de l'argent au nord à mes frères qui souffrent. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec la papyrasserie là, parfois, peut-être c'est 2000 francs pour avoir le papier. Mais vous allez dépenser peut-être 20 000 francs de trajet. Tout à fait. Et vous venez encore, vous tombez malade.
Vous prenez d'abord les risques du voyage. Merci. C'est pour ça que je parle de la notion de discernement. Il ne s'agit pas de critiquer pour critiquer. Ce que l'autre me propose là, qu'est-ce que ça allège en moi en souffrance, en épreuve, en incertitude? Cette vision est une vision de certitude, où le mensonge diminue, où l'hypocrisie de manipulation labyrinthique diminue. Pourquoi ne pas opter pour ça? Excusez-moi, hein. Nous sommes obligés de passer par le nœud gorgien si nous voulons évoluer dans ce pays. La douane. Nous ne voulons pas être debout. Nous aimons toujours remarquer, même le petit, tu lui dis, il revient, il t'attend. Tu te demandes, on en est arrivé comment là? Il t'attend pour avoir... Il est ristournable. C'est pour voir. La notion du sacrifice a disparu. Ce qui est certain, nous sommes obligés d'utiliser l'épée et la balance dans ce pays pour évoluer. Nous sommes obligés d'utiliser l'épée et la balance. Tous ceux qui critiquent aujourd'hui l'actuel gouvernement, excusez-moi, hein, si Dieu nous prête vie, si c'est dans un an ils viendront, ils sont obligés de continuer. Parce que la globalité nous exige certaines choses que nous ne pouvons pas tricher avec. Il ne s'agit pas de blayer le peuple. Il faut rentrer dans la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, sans ces éléments, vous n'évoluez pas. Les États-Unis nous demandent des papiers en tant que nation maintenant. Vous pensez qu'on va chaque fois prendre l'avion? Alors qu'on pouvait se mettre tout de suite et envoyer ces éléments. C'est là où on nous demande d'aller. Diminuer le temps. Et le résultat doit être en même temps, dans un temps court et efficace. Moi, ce que je vais vous demander, c'est d'éduquer le peuple. Vous savez, le problème des pays africains et du Bénin, c'est l'ignorance du peuple. Tant que le peuple ne comprend pas, d'autres peuvent le manipuler à tout moment et le peuple ne s'en rend même pas compte de son bien et combat son propre bien. Sinon, comment expliquer que la voie qui nous aide, la voie qu'on a construite pour qui nous aide, parce qu'on est en colère, on casse cette voie. Vous ne voyez pas qu'il y a une anomalie? La voiture qui fait bus comme service public, parce qu'on est en colère, on casse ça. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? C'est pour vous dire simplement que l'Estonie, aujourd'hui, a une signature. Nous aussi, nous devons rêver comment être aussi une signature, une nécessité pour le monde entier. Moi je voudrais juste ajouter que cette réforme, ça a déjà commencé lorsque vous prenez également le secteur de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il y a un site qu'on appelle EducMaster, où vous avez, lorsque vous tapez, vous avez toutes les informations de chaque collège. Tout. Les professeurs, nombre d'élèves, les résultats antérieurs. Même vous les avez épreuves aussi, ils demandent les épreuves, tout ce que vous voulez suffit. Vous pouvez être à Tchoumi-Tchoumi et au lieu d'envoyer un parent pour aller chercher les épreuves à Cotonou pour aller faire TD pour vos enfants là-bas, il suffit de taper et vous avez toutes les informations possibles. Donc je crois que dans chaque secteur déjà, on est en train d'ancrer en nous la numérisation dans le secteur sanitaire également. Dans le secteur sanitaire. Récemment, on a dématérialisé le système des évacuations sanitaires. Voilà. Alors, oui, en plus du fait effectivement que chaque secteur a commencé son propre nettoyage, il y a quand même que cet aspect d'intercommunication, notamment entre différents secteurs, doit être à l'avantage surtout des plus reculés. Et au-delà, nous savons que le service public a besoin d'un fouet pour faire accélérer les choses. Écoutez, le fouet dont vous parlez, c'est l'ordinateur qui va vous presser à ce fouet dont vous parlez. Parce que l'ordinateur aujourd'hui, ça vous oblige à aller très vite. Oui. Est-ce que vous voyez, ça vous oblige. Et aujourd'hui, les parents même ont compris, ou déjà à l'âge, quand l'enfant est au collège déjà, on amène l'enfant déjà à aller s'exercer, n'est-ce pas, aller faire une formation en informatique. Et c'est une obligation, sinon... on va vous appeler, comme on a l'habitude de dire, les illettrés du 3e millénaire. Écoutez, c'est parce que entre-temps, le personnel avait un argument solide. Il y a des papiers, on devrait aller déposer par-ci, on devrait faire ci par-là. Et donc aujourd'hui, puisque aujourd'hui tout serait transmis
par un seul canal, on est obligé de demander le résultat. Et le résultat va se faire comment? Vous avez un instrument pour aller très vite. Vous n'êtes plus obligé de donner un argument selon lequel je devrais aller déposer, le papier n'est pas venu, ou bien le papier est venu, on ne l'a pas vu, on est en train de fouiller, jusque-là, on n'a pas vu. Donc, tout est déjà aujourd'hui centré où tout ce que vous allez faire, même si vous allez porter un argument pour montrer que vous êtes en retard, ça ne serait plus valable. Donc, du coup, moi je dis, l'instrument même est déjà un fouet derrière nous pour vous permettre d'aller juste de l'avant. Bienvenue à Ouagassaguen. Vous avez déjà fait au moins 1-2 fois votre carte d'identité, ne serait-ce que ça. On sait ce que ça coûte en temps, en déplacement et parfois en nervosité. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, même si nous laissons ces différents aspects de la chose, il faut parler parce que ça a un retour significatif, je dirais. Le retour significatif, ça participe donc à une éradication évidente de la corruption. Il faudrait dire dans nos secteurs, au lieu que vous allez demander une pièce et l'autre vous dit non, il faut remettre ou bien nous allons voir telle personne, on ne verra plus personne. Peut-être c'est l'ordinateur qui me demanderait de déposer quelque chose vraiment de prendre. Rien du tout de tout ça là. Et donc là, nous saurons réellement qui sont ceux qui sont les personnels administratifs, ceux qui travaillent réellement pour leur patrie. Parce que quand on devient fonctionnaire, on voit que tout est terminé et on dit bon, je peux rester là. C'est pour ça à un moment donné, je vous dis, c'est juste une parenthèse. Lorsqu'on a dit quand vous êtes fonctionnaire, à un moment donné, si vous ne respectez pas un certain nombre de choses, on va vous éradiquer, on va vous radier du secteur. Moi, j'étais d'accord pour cette réforme parce que quand vous allez dans des secteurs, vous voyez des gens qui ne travaillent. Je me demande, mais c'est quoi? Vous là, on vous place ici. Ils ne se cultivent même pas parce qu'ils disent que c'est la fin déjà. Je suis déjà fonctionnaire. Donc, jusqu'à la fin de mes jours sur la terre, j'ai droit au moins à quelque chose. Et donc, on se contente de ça. Donc, c'est là que nous devons en venir. Et donc, je vois que cela est en liaison avec tout ce qui se prenait. C'est pour ça que je dis toujours que ce gouvernement-là a un objectif précis. Et donc, si vous ne faites pas attention pour pouvoir analyser, pour faire appel à ce que nous appelons toujours ce discernement-là, vous ne pouvez rien comprendre de ce qui se passe. Parce que le peuple souffre de l'incurie en matière de discernement. C'est parce qu'on ne veut pas voir la réalité devant nous. C'est vrai, j'ai dit à certains que la réalité, ce n'est pas toujours la vérité. Et que ce que nous voyons n'est pas toujours la vérité. C'est vrai, parce que quand tu attends, tu vas voir à la fin des comptes que ce qui se passe, c'est la vérité qui est donc en toile de fond de cela. Et donc aujourd'hui, qu'on arrive à cette dématérialisation et qu'on arrive donc à régler un certain nombre de problèmes de manière facile comme cela, sincèrement, je ne peux que louer ces gens d'initiative et ne peux que les encourager pour que cela puisse aller à bonne fin. L'autre élément, Louis Assogba, c'est quand même dire que l'administration publique, le service public dans son ensemble, qu'il soit décentralisé ou au niveau de l'État central, a besoin, là encore, de recrutement. Les moyens sont limités. Le fait d'introduire peut-être le numérique, ça c'est un coup de pouce quand même, en attendant que l'État n'ait les moyens, on va dire, de recruter. De recruter dans quel secteur? Moi, je ne trouve pas. Écoutez, ceux qui sont déjà là, il faut former ceux-là pour pouvoir... Voilà. Je ne refuse pas de recruter parce qu'on en a besoin. Alors, mais aujourd'hui, vous savez, nous sommes en train d'oublier quelque chose. C'est quoi? Lorsque nous parlons de la numérisation, c'est juste que c'est pour réduire encore le personnel. Parce qu'il y aura des choses que la machine va faire et qu'on n'a plus besoin forcément du personnel. Et donc, au demeurant, la chose à faire d'abord, c'est que ceux qui sont là, on devait les former à vouloir maîtriser l'outil informatique. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Et dans les grands pays, pour déposer un dossier, par exemple, on dit avoir la maîtrise de l'outil informatique. Pas pour venir jouer Zuma. Parce que aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans certaines administrations, vous voyez, ils sont là à jouer Zuma. Et Facebook a remplacé Zuma ailleurs. Oui, vous savez, nous allons vers un monde où la notion de l'essentiel est en train de s'imposer. L'essentiel, le juste. Ce qu'il nous faut juste. Remarquez que Dieu nous donne à chacun de nous toujours ce qu'il nous faut par jour. C'est lorsque nous allons vers la convoitise que les dérèglements... Merci. Ce qui est certain, avec le perfectionnement de l'administration, le nombre va diminuer. Ça pose alors le problème aux parents, très tôt. L'autonomisation de nos enfants. Les formations doivent être des formations où, sans penser, il faut enlever de la tête de nos enfants aujourd'hui qu'on doit aller à l'administration. Voilà. Tout est là. De manière à ce que
si ça arrive d'aller à l'administration, on peut à tout moment aussi quitter là et s'autonomiser. Donc, cherchez à savoir quels sont les dons des enfants. Il faut miser sur les dons aujourd'hui. Remarquez que celui qui travaille par rapport à ces dons ne souffre jamais de manque d'argent. D'abord, il y a une sorte de satisfaction interne qui n'est pas liée à l'argent. Le don est d'abord heureux du don, de l'expression du don d'abord. Avant que, lorsque l'argent suit, l'argent, on est obligé de l'avoir, hein, mes frères. Même quand vous aimez une femme, et vous n'avez pas l'argent, elle ne finira pas vous laisser. C'est clair. C'est une... Oh, là, Écoutez, l'éducation d'une femme est plus chère que l'éducation d'un homme. Bien sûr. Remarquez ça. Et c'est des choses que nous devons expliquer à tout le monde aujourd'hui. Tu es garçon, tu finiras par te marier, sache que tu as vu ta soeur là, comment je dépense sur ta soeur. Tu dépenseras comme ça sur ta femme. Donc, commence par être autonome très tôt. La notion du développement du don s'impose à nos pays africains aujourd'hui. Et je suis sûr que vous verrez avec le temps, le gouvernement va commencer maintenant à installer des structures d'éveil des dons. Ça a commencé déjà. Avec des incubateurs par-ci, par-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser les moments de catalyseur, de catalysation de la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de dire habilement. Quel choc créé dans la tête du Béninois pour que ça lave notre mental. Quel choc créé. Parce que sans choc, excusez-moi, nous n'avons jamais évolué dans ce pays. C'est comme si on nous a mis dans une colle forte. En famille. Dès l'instant où, mon frère, tu achètes voiture, la guerre au culte commence. Oui. Au service, tu t'habilles bien, problème. Alors ça pose c'est au-delà de ce que le gouvernement pose. Nous devons former l'être aujourd'hui à supporter les attaques des autres aussi. Mais dans le même temps, à être un homme d'éthique. Un homme d'éthique. Celui qui attaque le premier doit vaincre. Mes frères, celui qui attaque le premier doit vaincre. Il ne faut jamais attaquer le premier. Et au Bénin, nous aimons attaquer le premier parce que nous comptons sur des bizarreries de la nuit. Mais vous oubliez ce que l'autre aussi a et que lui ne montre pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Nous allons vers des moments où l'administration va diminuer en homme comme en femme. Que chacun de nous, en tant que parent, étudie les dons de nos enfants et oriente très tôt nos enfants vers l'auto-formation et l'auto-emploi. Voilà, on va dire pratiquement faire le dernier tour de table. Hein. Le temps, Olali, presse et nous oblige à sortir du débat. Mais quand même, bienvenue. On peut tirer des leçons de tout ça. On va dire les obligations de temps. La numérisation aujourd'hui est une obligation. Oui, je l'ai dit, c'est une obligation. Et vous savez qu'on a même parlé de la réduction du train de vie de l'État. Vous voyez, parce que les fonctionnaires aussi pèsent dans la balance. Quand j'imagine... Les frais d'émission, par exemple. Voilà, vous voyez, les dossiers. Et même les papiers rames. Combien l'État met dans... Vous voyez un peu, donc, on est dans tout cela, ça participe de la réduction du train de vie de l'État. Et tout à l'heure, je vais venir là-dessus parce que, tel l'a dit le métaphysicien, on disait, parce qu'on nous a inculqué la notion du fonctionnariat. C'est-à-dire tout le monde veut être fonctionnaire. Mais moi, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Je dis une vérité, c'est une confidence que je suis en train de faire. Après avoir couru oui, après... Exactement. Et j'ai constaté qu'en réalité, on nous a fouchis dans la merde en nous disant que vous devez être fonctionnaire et que c'est le fonctionnaire qui se retrouve à l'aise. Moi, je dis souvent que le fonctionnaire, c'est le plus pauvre aussi. Il faudrait dire, quand vous regardez dans la balance de ceux qui sont réellement riches, vous allez voir que le fonctionnaire, lui, il est le dernier à la matière. Et donc, il faudrait qu'on apprenne donc, aux jeunes et aussi à nos enfants, qu'on les inculque les valeurs de l'entrepreneuriat, de l'auto-emploi. Et donc, c'est ça qui permettra à ce que cette nation-là sera une nation toujours en haut, je dirais. Et donc, nous allons voir que non, le fonctionnariat, ce n'est pas ce qu'il faut, mais c'est l'entrepreneuriat. Quand j'ai entrepris une petite discussion hier avec quelqu'un qui se désolait de voir son frère quitter l'école pour aller apprendre la mécanique des gros porteurs, il s'est désolé et j'ai démontré que casser un moteur,
un moteur d'un camion, pour un mécanicien, ça peut dépasser le salaire de celui qui a la maîtrise. Bah, j'ai dit une petite anecdote. Hier, je disais à mes élèves d'une classe, j'ai dit, après le bac, si vous pouvez prendre 1 an pour apprendre un métier avant d'aller à l'université, ça va vous aider. J'ai donné l'exemple, par exemple, d'une coiffeuse, d'une petite fille qui, 6 mois, peut déjà avoir la maîtrise de coiffure et après avoir s'inscrit peut-être à l'université, commence petitement par travailler avec ses camarades d'amphi. Je crois que elle va s'autosuffire. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, il y a l'école et des gens ont déjà compris. Dans les grands pays, lorsque vous prenez les grandes nations aujourd'hui, ils détestent même la fonction publique. Parce qu'ils se disent que c'est une prison. Que l'État dit tu dois rester là de 8h à 18h. Alors que quand ils ça n'enrichit pas. Et ça n'enrichit pas. Et aujourd'hui, même si nous prenons notre pays et que nous faisons de petits sondages, vous allez voir que pas les fonctionnaires qui construisent des étages. Excusez-moi, je le dis parce que je sais que ce sont des hommes d'affaires, des gens qui s'auto-emploient, qui s'autosuffisent, qui pensent construire. Mais l'autre, lorsque vous êtes en fonction publique, vous devez travailler, attendre à la fin du mois avant de prendre votre argent. Et vous allez faire d'abord de prêts. On ne décourage pas de rentrer en fonction publique, mais il faut s'auto-employer. Voilà, Amoussa Raimi, les leçons de cette causerie. Les premières choses, c'est quoi? Faites toujours le point des nécessités dans notre pays et dans le monde. Le point des nécessités. Ce que je dois faire ne doit pas être lié à l'orgueil, à l'ego, mais à l'essentiel de ce dont les autres ont besoin. Tant que vous avez quelque chose dont les autres ont besoin, vous n'allez pas manquer d'argent. Donc, les formations doivent être dirigées vers les nouveaux métiers, parce qu'il y a des métiers qui disparaissent au fur et à mesure que la machine remplace. Il ne faut plus foutre les enfants dans ça. Si l'eau, on va toujours boire de l'eau. On va toujours manger. Tant qu'il y a de voitures, il faut de mécaniciens. C'est comme ça, il faut réfléchir. On doit toujours construire. On doit toujours construire. C'est pour vous dire quoi? Il faut orienter nos enfants d'abord, principalement par rapport à leurs dons, mais par rapport aux besoins, les besoins de demain. Parce qu'il faut anticiper. Les besoins d'aujourd'hui, il faut se dire, peut-être dans 10 ans, ils vont disparaître. Parce qu'il y a des métiers qui vont peut-être donner encore à manger pendant 5 ans. Mais après, ceux qui sont dedans vont être totalement dans le chômage. On le voit déjà aujourd'hui. Oui. Donc, il faut vraiment voir loin. Et vous, en tant qu'éducateur communicationnel, vous avez ce travail à faire. Faire des émissions d'anticipation. Quels sont les métiers d'avenir? Est-ce que ces métiers d'avenir, si c'est au Bénin que vous devez pratiquer ça, ça vous donnera à manger? Voilà encore d'autres problèmes. Il ne s'agit pas d'avoir seulement le diplôme. Vous pouvez avoir le diplôme et ne pas avoir le terrain d'application. Voilà. Ce que le gouvernement fait, nous ne pouvons que l'encourager. Et je demande humblement à la nation béninoise d'avoir le discernement. Et voilà qui est clair, il faut avoir le discernement. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Bienvenue à Gbassagan, merci d'être venu. Louis Assogba, merci. Et vous, Amoussa Raimi, métaphysicien, vous étiez avec nous depuis le début de cette émission. Merci beaucoup.